De Mamon à Macron, une micro-histoire de la macroéconomie ou de la mondialisation au nouvel ordre mondial, Making Money Mafias, ou encore 1000 milliards de dollars en hommage à Henri Verneuil et Patrick Dewaere. L'enregistrement précédent s'était terminé sur l'annonce de la prophétie de Virgile dans sa 4e églogue des Bucoliques, poète latin du 1er siècle avant Jésus-Christ, dont la gloire s'étendait dans tout l'Empire et qui a été considéré aussi par Dante comme son maître spirituel dans la Divine Comédie. Ces écrits étaient extrêmement connus à l'époque où le grec et le latin formaient l'éducation de base de l'élite occidentale. Et du coup, l'expression Novus Ordo Seclorum ou Seculorum qu'on a sur le billet de 1 $, je le remontre rapidement. Voilà, en dessous de la pyramide avec l'œil, qu'on a aussi dans la Déclaration française des droits de l'homme et du citoyen, et sur laquelle a joué Emmanuel Macron dans son discours présidentiel, quand il a été élu, de façon, je ne sais pas si c'était ironique ou provocatrice, mais en tout cas, c'est clair que rien n'est laissé au hasard dans la politique. Eh bien, voilà ce qu'il dit, ce texte de Virgile. Il s'avance enfin le dernier âge prédit par la Sibylle. Je vois éclore un grand ordre de siècles renaissants, déjà la Vierge Astrée revient sur terre, et avec elle le règne de Saturne. Déjà descend des cieux une nouvelle race de mortels, sourit, chaste Lucine, à cet enfant naissant. Avec lui d'abord cessera l'âge de fer, et à la face du monde entier s'élèvera l'âge d'or. Déjà règne ton Apollon, et toi, Polion, ton consulat ouvrira cette ère glorieuse, et tu verras ces grands mois commencer leur cours. Par toi seront effacées, s'il en reste encore, les traces de nos crimes, et la terre sera pour jamais délivrée de sa trop longue épouvante. Cet enfant jouira de la vie des dieux, il verra les héros mêlés aux dieux, lui-même il sera vu dans leur troupe immortelle, et il régira l'univers, pacifié par les vertus de son père. Voilà, donc une traduction faite par Nizar. Et l'expression nouvel ordre mondial, alors on peut se dire, elle n'est pas dans ce texte, mais en fait, il faut voir qu'il y a différentes traductions, et l'expression un grand ordre de siècle renaissant, ab integro en latin, seclorum, eh bien, ça peut se traduire aussi par le grand ordre des siècles, mais les siècles, en fait, c'est dans le sens de l'expression un peu ancienne, au siècle, il s'appelait comme ça, c'est-à-dire pour le monde, contrairement au domaine du sacré de l'éternité. Donc c'était tout à fait correct de traduire nouvel ordre du monde, ou nouvel ordre des siècles, bien sûr. Avec l'idée de naître à partir de nouvelles bases, quand on voit l'exégèse de ce texte en latin et sa traduction, eh bien, c'est ça qui est expliqué. Ici, on a l'idée d'une sorte de paradis terrestre rétabli par un enfant miraculeux, fils de Zeus, puisque c'est un nouvel Apollon. Zeus, c'est Jupiter. Là aussi, il y a peut-être des liens avec Emmanuel Macron. La Vierge du texte, c'est la Vierge Astrée, à laquelle il est fait allusion, et qui était l'incarnation de la justice qui avait fui la Terre à la fin de l'ère de Saturne. Ça renvoie à la mythologie d'Hésiode, je crois, les saisons et les jours. Enfin, en tout cas, l'histoire, donc, lorsque les hommes avaient commencé à quitter la vertu, la Vierge Astrée était partie se réfugier dans le ciel, au milieu des anges. Voilà. Et donc, on la retrouve avec la Vierge Europe. La Vierge, c'est-à-dire le symbole
de l'Europe, hein, avec les étoiles, aussi peut-être dans la statue de la liberté. Et puis Saturne, dans les mythologies, est systématiquement associé au pouvoir patriarcal, à cet ancien âge d'or, hein, puisqu'on dit qu'à l'époque où les hommes obéissaient à Saturne, le vieux père, eh bien c'était l'âge d'or, et que ce royaume de Saturne va être rétabli. Et Saturne est associé à la finance depuis bien des milliers d'années, hein, puisque l'astrologie c'est quelque chose de très ancien. Et attention, là encore une fois, j'ai dit que je resterai toujours rationnel dans les faits, hein, puisque on a vu que la franc-maçonnerie était à l'origine de la République, de la Révolution américaine, de la Révolution française. Ce sont des gens extrêmement au fait en ce qui concerne l'astrologie, tout ce qui est ésotérisme, et qui prennent beaucoup, contrairement aux apparences, de décisions par rapport à des choses qui peuvent sembler irrationnelles, et qu'ils présentent eux-mêmes d'ailleurs comme irrationnelles pour le grand public, alors que de l'autorité commune, ils y sont profondément installés, hein, dans ces disciplines-là depuis des siècles. Voilà. Et donc curieusement d'ailleurs, ils n'en font pas profiter les populations sur lesquelles ils sont censés veiller. Donc il faut avoir conscience de ça, cette idée que c'est par la richesse et par la finance qu'une sorte de paradis terrestre, de nouvel âge d'or sera ramené sur la terre, et les crimes seront effacés, l'épouvante, la peur sortira, avec bien sûr l'idée dans la franc-maçonnerie, dans le libéralisme, de revenir aux valeurs de l'Antiquité. Ça avait commencé à la Renaissance, mais la Renaissance c'est quand même très différent de l'époque des Lumières, où est apparue la franc-maçonnerie, où elle s'est beaucoup développée, parce que la Renaissance, il y avait aussi l'art et le sacré à l'intérieur, le mysticisme, et on n'était pas du tout dans cette volonté de se débarrasser du religieux ou des religions instituées, même s'il y avait la liberté de penser, hein, et la science qui était vraiment voilà, des valeurs importantes de la Renaissance. Et puis Saturne, ça c'est quand même intéressant de voir ça au niveau symbolique, parce que les mythes sont des expressions de l'esprit humain, de ses comportements, ce sont des façons qu'a l'homme de se raconter son histoire et les structures de sa pensée, de sa psyché. Freud, Jung, Adler, Bettelheim l'ont bien montré. Eh bien, Saturne, c'est d'abord un fils qui va castrer son père Uranos ou Uranus, hein, Saturne on peut aussi l'appeler Chronos, et ensuite il va dévorer ses enfants. Et ça c'est vraiment emblématique de toutes les révolutions, que ce soit la révolution libérale, le communisme, les révolutions fascistes, les révolutions théocratiques, ou encore ce qui se passe aujourd'hui avec la science. Eh bien, on commence par enlever le pouvoir, par couper des têtes, ou par enlever les pouvoirs précédents, par s'opposer au pouvoir précédent, et puis après, en général, on dévore ses enfants. Et d'ailleurs, c'est assez emblématique de ce que j'ai dit tout à l'heure aussi par rapport au symbole très fort d'Oedipe par rapport à Macron, et le fait, quand il a posé devant la pyramide comme le Sphinx, et dans la tragédie de Sophocle, Oedipe est celui qui vient le Sphinx, qui... Tout le monde a encore en tête le fait que c'était le surnom de Mitterrand, à tête du Parti Socialiste, et Macron qui a fait chuter le Parti Socialiste, qui s'est sabordé comme le Sphinx dans la tragédie de Sophocle, et ensuite Oedipe donc, a pris le pouvoir. Et a provoqué la peste du fait qu'il n'était pas à la place légitime, selon justement l'ordre divin véritable, c'est-à-dire selon ce que les Grecs appelaient le cosmos, et un criminel qui avait tué son père et épousé sa mère ne pouvait pas être au pouvoir sans provoquer de graves troubles dans la société. Voilà, donc pour les révolutions.
est la base donc de l'expression nouvel ordre mondial chez Virgile, 50 ans avant Jésus-Christ. D'ailleurs, un texte qui a été interprété par d'autres, bien évidemment, comme l'annonce de l'incarnation du Christ, parce que c'est très proche, on parle de la Vierge qui enfantera de nouvel âge d'or, d'un enfant qui apportera la fin des crimes, etc., et un paradis terrestre. Et si on lisait la suite de la 4e églogue, eh bien, on verrait des choses qui ressemblent beaucoup à l'annonce du paradis terrestre ou de l'Apocalypse de Jean. Bien, alors on va continuer avec des textes qui montrent de façon claire ce qui s'est passé à travers les siècles, des choses très dures, mais aussi comment des personnes avaient annoncé la situation actuelle de façon très claire, les crimes, la volonté de remplacer un certain ordre, de remplacer un certain ordre par un autre ordre à travers des guerres, des révolutions. Ce sont tous des textes qui sont datés, avec des personnes qui sont connues. Alors, le premier, eh bien, c'est celui de Engels. Il est tiré de la Nouvelle Gazette rhénane du 13 janvier 1849. Et je le cite dans mon ouvrage Quest, les chemins du Graal. C'est aux éditions Brumerge, paru en 2018. Et c'est à la page 49, ça s'intitule « Quand Engels programme l'extermination des peuples et une guerre mondiale ». Engels souhaitait dans le numéro de la Nouvelle Gazette rhénane du 13 janvier 1849 la fin des peuples anti-révolutionnaires tels les Bretons, les Basques, les Écossais des Highlands, en même temps que celle des classes dirigeantes, dans une prochaine grande guerre mondiale. Écoutons-le. Il n'y a aucun pays en Europe qui ne possède quelque part les restes d'un ou plusieurs peuples, survivants d'une ancienne population refoulée, et soumise par la nation devenue plus tard l'élément moteur de l'évolution historique. Ces survivances d'une nation impitoyablement piétinée par la marche de l'histoire, comme le dit Hegel, ces déchets de peuple, deviennent chaque fois les soutiens fanatiques de la contre-révolution, et ils le restent jusqu'à leur extermination définitive, et leur dénationalisation définitive. Leur existence même n'est-elle pas déjà une protestation contre une grande révolution historique ? La conflagration générale amènera l'éclatement de cette ligue séparatiste et fera disparaître jusqu'au nom de ces petites nations obstinées. La prochaine guerre mondiale ne se contentera pas de balayer de la surface de la terre des classes et des dynasties réactionnaires, mais aussi des peuples réactionnaires tout entiers, et cela aussi c'est un progrès. Vous voyez, c'est glaçant, il écrit ça en 1849, on est loin de la Première Guerre mondiale, de l'extermination des Arméniens, encore plus loin de la Deuxième Guerre mondiale et de l'extermination, de la volonté d'extermination du peuple juif. Donc, en revanche, une grande guerre mondiale était déjà prévue. Bon. C'est quand même assez troublant. Je ne dis pas que c'était la Première Guerre mondiale telle qu'elle a été déclarée, mais en tout cas, il y avait cette idée d'une guerre mondiale pour débarrasser la terre de ces peuples qui étaient anti-révolutionnaires. Donc voilà déjà par rapport à la révolution marxiste, à travers Engels. Le deuxième texte que je veux lire, là, on change carrément de domaine, de monde. C'est un texte de Ernest Renan, qui lui était au contraire un homme avec un esprit totalement colonialiste, et je préfère que vous entendiez comment il voit l'organisation du monde. Cette fois-ci, ça touche plus à la mondialisation. On est en 1876.
La fin de l'humanité, c'est de produire des grands hommes. Le grand œuvre s'accomplira par la science, non par la démocratie. Alors déjà, cette opposition entre science et démocratie, c'est dans Dialogue et fragments philosophiques, 1876. L'islam est la plus complète négation de l'Europe. L'islam et le fanatisme, comme l'Espagne du temps de Philippe II et l'Italie du temps de Pie V, l'ont à peine connu. L'islam est le dédain de la science, la suppression de la société civile. C'est l'épouvantable simplicité de l'esprit sémitique, donc il inclut à l'intérieur aussi le peuple juif, rétrécissant le cerveau humain, le fermant à toute idée délicate, à tout sentiment fin, à toute recherche rationnelle, pour le mettre en face d'une éternelle tautologie, Dieu et Dieu. Donc allusion aussi au monothéisme. Discours au Collège de France de la part des peuples sémitiques dans l'histoire des civilisations, 1862. Alors qu'il y a eu des périodes, mais d'ailleurs lui-même le disait, où il y avait au contraire les idées de connaissance, d'éclairement portées par les peuples musulmans ou juifs, on le sait très bien. Texte suivant. La nature a fait une race d'ouvriers, c'est la race chinoise d'une dextérité de main merveilleuse, sans presque aucun sentiment d'honneur. Gouvernez-la avec justice en prélevant d'elle pour le bienfait d'un tel gouvernement un ample douaire au profit de la race conquérante, elle sera satisfaite. Une race de travailleurs de la terre, c'est le nègre. Soyez pour lui bon et humain, et tout sera dans l'ordre. Une race de maîtres et de soldats, c'est la race européenne. Que chacun fasse ce pour quoi il est fait, et tout ira bien. La réforme intellectuelle et morale, 1871. Toujours dans le même texte, nous aspirons non pas à l'égalité, mais à la domination. Le pays de race étrangère devra redevenir un pays de serfs, de journaliers agricoles ou de travailleurs industriels. Il ne s'agit pas de supprimer les inégalités parmi les hommes, mais de les amplifier et d'en faire une loi. Donc vous voyez, là on est en 1871, quelques années après Engels, et on a tout le programme de la mondialisation, puisque ce qu'il appelle la race chinoise, qui a été faite comme une race d'ouvriers par la nature, eh bien, c'est devenu l'usine du monde. L'Afrique, certains ont voulu la transformer en continent de l'agriculture, en particulier quelqu'un comme Bill Gates avec Monsanto, où ils ont lancé le grand programme AGRA, Alliance for a Green Revolution in Africa. C'était au début des années 2000, et le projet c'était de convertir toute l'agriculture de l'Afrique à travers des subventions, la fondation Bill Gates, en agriculture OGM Terminator avec Monsanto, c'est-à-dire de mettre le sort d'un continent entier, mais aussi l'agriculture du monde, en consacrant l'agriculture à cet endroit-là, et bien dans la dépendance complète à des semences qu'il faut racheter chaque année. Voilà. Et puis, bien évidemment, la race de maîtres et de soldats, dans la mondialisation, le pouvoir est à Wall Street, le pouvoir est à la City, à Londres, donc, ou aux États-Unis, et les conseils d'administration, bien évidemment, ils sont là. Alors, avec la mondialisation, Renan ne pouvait peut-être pas prévoir que la Chine ait autant de pouvoir, mais en tout cas, on est bien en cela, et donc c'est vraiment des choses qui sont travaillées, qui sont élaborées sur des siècles et des siècles, des décennies on pourrait dire, mais la mondialisation ça a vraiment commencé à travers la colonisation, et il y a eh bien, des traditions qui sont de civilisation, de grandes entreprises, d'écoles de pensée, de grandes écoles, des traditions familiales aussi avec des dynasties qui se transmettent le pouvoir. Et donc là aussi, il n'est pas du tout irrationnel de penser que ce sont des choses qui se poursuivent. Si on prend les dynasties de la noblesse européenne ou mondiale, si on prend les dynasties économiques, les dynasties financières, elles existent depuis des centaines d'années.
et elles se transmettent le pouvoir avec des objectifs qui sont impitoyables. C'est la tradition familiale, c'est la tradition du pays, et on inculque ça à travers l'éducation, à travers les études, à travers des grandes écoles. Voilà pour la mondialisation économique et le racisme qui fait souvent loi à l'intérieur. Et puis, la suite, c'est un texte de Bertrand Russell, prix Nobel de littérature. Et c'est tiré de la première partie de Dédale et Icare. Alors, en fait, il y a ici deux auteurs. Il y a Haldane, qui était aussi un penseur anglo-saxon, et puis Bertrand Russell. Et voilà comment le site leslibraires.fr résume la première partie de Dédale et Icare. Hein, ce que dit Bertrand Russell après Haldane. Je crois qu'à cause de la folie des hommes, le gouvernement mondial sera établi par la force, et sera donc au début cruel et despotique. Mais je crois aussi que cela est nécessaire à la conservation de la civilisation scientifique. On retrouve donc gouvernement mondial et science comme on l'avait donc chez Renan. Hein. Et qu'une fois mis en place, ce gouvernement donnera progressivement naissance aux autres conditions nécessaires à une existence tolérable. Hein. La première conférence qui compose ce volume, Dédale ou la science de l'avenir, tient à la fois du manifeste et de la science-fiction. Prononcée par J.B.S. Haldane en 1923, il y a bientôt un siècle, elle offre une perspective unique sur la façon dont les grands scientifiques du début du XXe siècle prévoyaient l'explosion de la puissance technique, une discipline à peine éclose de l'histoire naturelle, la biologie. Donc on arrive à la science, à la génétique et à l'idée de dictature scientifique dont on va reparler. Dans cet exercice de prospective, l'orateur évoque déjà les OGM. On est en 1923, je vous rappelle que c'est dans Dédale et Icare, sur le site leslibraires.fr, hein, la mondialisation, et prédit les méthodes actuelles de procréation, en particulier l'ectogénèse, la capacité de développer un embryon en dehors de l'utérus. Ce texte qui a inspiré Aldous Huxley pour Le meilleur des mondes, je crois que c'est 1934, Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley, ce texte se veut toutefois plus optimiste, sans pour autant exclure le pire. C'est-à-dire que dans les discours des idéologues, hein, bien sûr, ils sont tous optimistes, mais ils disent toujours que ça va peut-être être dur, qu'il va falloir faire des sacrifices, comme on dit, hein, y compris c'est des sacrifices humains pour être très prosaïques, c'est-à-dire dans l'extermination ou le contrôle des opposants, etc. etc. Bon. Haldane y défend l'eugénisme et hisse Dédale, artisan astucieux et sans Dieu, comme le premier homme moderne. Voilà, chaque mot compte, hein, artisan astucieux et sans Dieu, le premier homme moderne, Dédale. Donc, rappelons que c'était un ingénieur qui s'était mis au service de Minos, et pour lui, qui avait créé le Minotaure, un hybride d'homme et d'humain, et donc Minos avait enfermé le Minotaure pour pas qu'il puisse sortir à l'intérieur de ce qu'on appelait à l'époque le Dédale, c'est-à-dire le labyrinthe, et chaque année il donnait des jeunes gens attributs à manger au Minotaure. C'est un mythe qui est très riche, celui du Minotaure, parce que ça montre, c'est une très belle allégorie, hein, parce que si vous prenez la photographie d'un cerveau d'en haut, eh bien vous avez totalement un labyrinthe. Hein, vous prenez le labyrinthe de Chartres, vous prenez un cerveau d'en haut, c'est pareil avec les spires du cerveau, et au centre du cerveau, eh bien il y a l'inhumain, aujourd'hui on dirait le transhumain, l'idée de la manipulation de la vie pour faire des choses monstrueuses qui dévorent l'humanité. Voilà, et du coup, Dédale, pour s'échapper de ce labyrinthe dans lequel il avait lui-même été enfermé
après n'avoir pas obéi à son maître, le tyran Minos. Il avait été enfermé avec son fils Icare. Ils se sont échappés. Avec donc des ailes fixées sur leurs bras avec de la cire, mais Dédale est monté trop haut. La cire a fondu, il est tombé dans la mer. Et d'ailleurs, Russell a appelé un de ses ouvrages Icare ou le futur de la science, pour montrer les risques qu'il y avait à aller trop haut et à créer des choses complètement monstrueuses, ou à chuter, à chuter et à se noyer. Alors, Bertrand Russell, prix Nobel, qui a quand même été quelqu'un d'assez engagé, pour les droits de l'homme, d'une certaine façon, était également eugéniste, mais plus critique sur une dictature scientifique. Et voilà ce que Russell dit. Alors c'est important de citer des auteurs comme ça pour voir où sont les bases du gouvernement mondial. Après, chacun fait son choix, comme j'ai dit en première partie, mais comment il traite son prochain avec humanité, puisqu'en général c'est lui qui le nourrit, qui l'habille, qui le transporte, qui le fait vivre. Et la démocratie qu'on a, elle est le fruit de personnes qui sont mortes avant, en se battant pour d'autres tyrannies, au nom d'autres utopies et d'autres idéaux. Alors, voici à présent des citations de Bertrand Russell, 1872-1970, prix Nobel de littérature, tirées de Dédale et Icare, en anglais Icarus or the Future of Science, 1924. Donc on est juste un an après, Haldane, et tiré aussi de Science, Puissance, Violence, On Scientific Dictatorship, de la dictature scientifique, 1954, publié chez Alia en 2015 pour l'édition française. Bien que cette science sera diligemment étudiée, elle sera confinée dans la classe dirigeante. Graduellement, par l'élevage sélectif, les différences congénitales entre les gouvernants et les gouvernés s'accroîtront jusqu'à ce qu'ils deviennent presque des espèces différentes. Une révolte de la plèbe deviendra aussi impensable qu'une insurrection organisée de brebis contre la pratique de manger du mouton. Lorsque je parle d'un gouvernement mondial, je ne parle pas d'un gouvernement qui gouverne... Lorsque je parle d'un gouvernement mondial, je parle d'un gouvernement qui gouverne réellement, pas d'une gentille façade comme la Ligue des Nations ou d'une fraude prétentieuse comme les Nations Unies, sous leur forme actuelle. Un gouvernement international doit posséder les seules bombes atomiques, les seules usines pouvant les produire, la seule force aérienne, les seuls navires et plus généralement